Parcours de vie, présenté par Olivier. Alors bonjour à vous, aujourd'hui nous sommes toujours en direct différé, j'aime à le dire, sur Radio Val d'Azergues pour Parcours de vie. Donc l'émission où je reçois un invité qui est plutôt atypique et en l'occurrence aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Jacques Dehaze qui est, alors il n'aime pas forcément quand je dis patron des compagnons, mais il est simplement compagnon du devoir en taille de pierre. Et simplement, c'est pas vraiment simplement parce que tu as quand même une carrière qui est exceptionnelle. Faire carrière dans la pierre, c'est pas original, mais disons que oui, je suis compagnon tailleur de pierre de l'association ouvrière des compagnons du devoir, qui a été, comment dirais-je, c'est Jean Bernard qui a eu cette idée de reconstruire le compagnonnage entre les deux guerres, qui a rencontré, je fais rapide parce que c'est pas l'histoire du compagnonnage qui nous intéresse forcément aujourd'hui, mais et qui a créé l'association en 1941 à Lyon, donc qui est toujours le siège rue Nérard, qui s'appelle aux Trois Fondateurs. Et moi j'ai commencé là-bas en 68, juste après les événements, je suis arrivé à Lyon et j'ai commencé mon Tour de France que j'ai fait, Tour de France et d'Europe, que j'ai fait pendant une dizaine d'années avant de moi-même prendre les rênes d'une entreprise, de la développer, d'exprimer un petit peu ce que j'ai envie d'exprimer dans mon métier. Et aujourd'hui, avec le recul, puisque vu mon âge, j'ai cédé mon entreprise et je travaille seul, avec un grand bonheur. Et je suis dans la transmission, c'est vital pour moi. Enfin, je considère qu'à partir du moment où on ne transmet pas, on ne, comment dirais-je, on ne sublime pas la vie en général, il faut la sublimer. La vie, c'est quelque chose qui pétille, c'est quelque chose d'extraordinaire. La vie, c'est quoi? C'est entre le non-être et le néant de la mort. Donc, c'est cette tranche qui est extraordinaire et qu'on se doit de faire grandir. Pour moi, je considère que la vie, c'est un petit peu la mémoire de l'humanité. C'est une grande bibliothèque que chacun a besoin de lire, d'apprendre et de faire grandir. Donc mon rôle à moi, en étant un maillon de cette chaîne, c'est justement de faire grandir les plus jeunes pour qu'ils aient une base suffisamment forte dans leur façon de réflexion et leur adaptation à leur environnement. On sait bien qu'aujourd'hui, la mondialisation, c'est un bienfait et un malfait pour moi, parce que je considère que s'il y a une forme de décadence, elle sera mondiale. Alors qu'avant, on avait prédit il y a encore 30 ans qu'elle serait qu'occidentale. J'ai bien peur que malheureusement la mondialisation ait aussi fait une petite piqûre à tout le monde pour qu'ensemble nous soyons un petit peu, quand je dis décadent, en ce sens où on se coupe trop de la nature, on se coupe trop enfin, c'est la matérialisation qui va tuer l'humanité. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis avant qu'on revienne sur notre rencontre. Mais alors ça va pas forcément plaire, mais en même temps on est libre de parler, là je l'ai déjà dit. Le Covid a eu ça de bien. Qu'en fait, alors sauf pour ceux qui étaient vraiment coincés dans les bars, où ça a été vraiment complexe pour les villes, mais effectivement pour la France, on va dire rurale, ils ont pu reconnecter, moi-même aussi. Quand tu parles de bars, c'est BA2RES. Oui. Des cités. Par exemple, cité c'est HLM, c'est pas forcément réduire à... Mais oui. Mais donc, on a pu se reconnecter à la nature et faire une pause et se rendre compte de ce qu'on avait oublié. C'est ça. Et ça, c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, ça a changé beaucoup de choses au niveau de l'appréhension des gens. Je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent, qui se sont posé la question de savoir s'ils étaient dans un bon alignement. Et en fait, ils se sont dit, est-ce qu'on change de travail ou non? Est-ce que c'est, ce que tu disais, est-ce que c'est futile, pas futile? Et notre rôle, justement, de transmission, de savoir ce qui est vraiment vital par rapport aux autres êtres humains, ce problème-là, il s'est posé. Et nous, par exemple, moi en tant qu'enseignant, mais toi aussi, puisque tu es formateur, c'est quelque chose qui est, à mon avis, essentiel, et ce Covid nous a obligés à nous recentrer. Donc, on va reprendre le film après ces petites pensées philosophiques, mais on y reviendra de toute façon. On va reprendre le fil sur notre rencontre, parce que je commence souvent par ça. Et c'était dans le cadre d'un des projets d'archéologie expérimentale qui était celui de la scie hydraulique. On débarrait justement de savoir comment couper la pierre à l'époque romaine et je cherchais des gens qui étaient compétents parce que je ne veux pas être en défaut et puis je voudrais quelque chose de très propre. Enfin, sur ces recherches-là, ça ne sert à rien de brasser du vent. Et donc je suis allé à tâtons avec les musées, avec les archéologues, par recoupement. Ils m'ont dit
va voir Ronapi, qui est donc une association que tu connais bien. Oui, parce que je fais partie des fondateurs de cette association. Donc c'est l'association Rhône-Alpes. Maintenant c'est Auvergne-Rhône-Alpes, mais à l'époque les régions n'avaient pas encore fusionné. De façon à ce que nous avions, donc on a décidé avec quelques producteurs, j'étais encore chef d'entreprise à l'époque, et collègues, de créer justement cette association à la fois pour défendre notre identité en tant que pierre carrière locale régionale, et aussi de transmettre justement ces savoirs qui partent malheureusement à grande vitesse avec les générations qui se succèdent sans avoir eu à la base une formation de la matière, quoi, parce que c'est important la transmission du geste, la transmission aussi de la philosophie, de pourquoi on emploie la pierre naturelle et pourquoi on l'emploie plus ou plus assez justement. Est-ce que c'est vraiment seulement le coût de la construction, ou on s'aperçoit aujourd'hui que c'est aussi les lobbies des cimentiers, des bétons prêts à l'emploi et de tout ce que on veut, qui se foutent complètement de l'environnement et du bilan carbone. Mais cette prise de conscience, elle s'est justement accélérée, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, depuis mars 2019 et 2020, quand on a eu ce confinement et tout, les gens ont dit, mais en fait, pourquoi on va chercher des matériaux à Tataouine-les-Bains, là, alors qu'on a tout ce qu'il faut chez nous, le bois, la pierre, la terre, en fait, c'est des matériaux naturels, et pourquoi on ne pourrait pas reconstruire durablement avec ces matériaux naturels dont nous disposons. Donc, cette association est là pour but de faire prendre conscience à la fois bien sûr aux maîtres d'œuvre, mais aussi aux maîtres d'ouvrage, parce que ceux qui financent les projets, et aux politiques, de dire mais pourquoi on met on fait un écoquartier comme à la Duchère où j'habite, où j'ai mes bureaux, avec du granit chinois alors qu'on a des carrières à 50 km. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un importateur qui se gâte dessus et qui se fout complètement qu'un porte-container, ça bouffe 30 tonnes de fioul lourd par jour pour traverser pendant 5 semaines les mers et venir chez nous. Donc l'explication, on la connaît. Mais notre rôle, c'est de faire prendre conscience à tous ces gens-là de ces problèmes-là. Et c'est vrai que ce confinement nous a un petit peu remis sur nous-mêmes, reprendre un peu conscience de ce qu'on appelle aujourd'hui, à juste titre, le circuit court, de façon à ce que ce soit à la fois une partie économique, mais une partie surtout environnementale, une partie aussi relationnelle, parce que un architecte va voir les carrières de Villebois ou d'autres villes dans l'Ain ou dans l'Isère, du Nord-Isère, c'est plus simple, c'est peut-être moins sympa que de prendre l'avion pour aller voir du granit chinois, mais enfin c'est aussi quelque part une part de responsabilité qu'il faut assumer, quoi. Donc cette association, elle est créée pour ça, et bien sûr pour aussi en partie suivre la formation, faire tout ce qui est suivre cette logistique de formation pour qu'il y ait l'approvisionnement de matériaux, pour qu'il y ait l'approvisionnement aussi, la formation des professeurs, bien sûr, et puis transmettre un savoir-faire séculaire dans notre pays où nous n'avons absolument rien à envier à n'importe quel autre pays du monde dans ces domaines des métiers de tradition. Je me souviens justement pour ce moment où je t'ai rencontré, c'était donc à Ronapi, à Montalieu-Versieux, oui, il me semble, et donc il y avait 3 personnes, effectivement, dont un autre tailleur de pierre, et on avait discuté de l'appréhension de la taille, de la découpe des blocs de pierre à l'ancienne, et en fait vous aviez une très très grande culture justement par rapport à ces méthodes de travail. Et donc là-dessus, tu m'as vraiment aidé en m'expliquant la scie à cadre, tout ça. J'avais quelques intuitions, mais c'est vrai que quand tu parles à quelqu'un compétent, en l'occurrence toi, ou les autres compagnons, c'est vrai que ça fonctionne bien. Et donc tu nous expliques tout ce qui est ce que tu as accumulé en connaissances sur les techniques anciennes. Et moi, ça m'aide beaucoup, particulièrement pour la construction de quelque chose qui est ancien, dont on avait quelques preuves archéo. Il y avait un archéologue ou 2 archéologues qui avaient travaillé là-dessus, qui avaient fait des expérimentations, et qui avaient supposé qu'effectivement, on pouvait couper la pierre dure avec du sable, mais l'expérimentation était encore grossière. Tu t'en souviens, c'était des grosses lames, etc. Mais grâce à toi, en fait, on a maintenant une structure qui est efficace, parce que qui fonctionne, alors qui ne fonctionne pas aussi bien que elle n'est pas non plus à 100% dans les conditions qu'il faut pour qu'elle fonctionne. Donc elle fonctionne pour moi à 100% dans les conditions dans lesquelles elle fonctionne. Voilà, et je trouve qu'on s'en tire vraiment bien, et c'est très impressionnant de voir la vitesse de découpe
antique. Mais on va revenir justement au début, c'est-à-dire toi, quand tu étais petit, parce que d'où te vient cette passion et tout ton cheminement justement jusqu'au compagnonnage et après ton entreprise. Mais d'abord, toi petit. Oui, moi petit, j'ai toujours été, je crois, même encore aujourd'hui, après avoir passé les 70 piges, un petit peu provocateur, un peu espiègle aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est observateur et que, comment dirais-je, on regarde un peu tout son environnement, à n'importe quel âge de la vie, eh bien on se positionne et on a besoin ou envie de faire bouger les choses, tout simplement. Et il s'avère que mon père était ami avec le marbrier local, mais à l'époque, quand on appelait le marbrier, c'était un vrai, c'est-à-dire qu'il fabriquait ses monuments funéraires et ses sculptures et tout ça, c'était très sympa. Et il avait fait ce qu'on appelle une pleureuse, tu sais, une petite statue, une femme qui pleure, voilée comme ça un petit peu, et pour mettre sur une tombe, et tout le monde trouvait ça exceptionnel, et moi j'étais un jeune con, j'avais une douzaine d'années. Et puis j'ai dit, je suis sûr que moi, un jour, je serai mieux que ça. Tout le monde dit, oh, bah, il est bien prétentieux, le petit, là. Et puis, bon, c'est pas grave, ils sont allés boire un coup de blanc sûrement à midi, là, c'était l'heure. Et moi, je regardais, j'ai tourné un peu autour de ce truc-là, je dis, voilà, c'est ce que je vais faire. Et lorsque j'ai annoncé ça, parce que, bon, j'avais mes frères aînés qui avaient fait, à l'époque, les Bac+2, quoi, qui étaient, on appelait ça des instituteurs. Voilà. Continue. Et sans prétention, j'étais pas mauvais à l'école, mais je me suis dit, moi je vais faire une filière technique, ça m'intéresse pas d'être prof de maths, de lettres ou quoi, c'est bien sûr un très beau métier, tous les métiers comme tous les métiers de l'enseignement, mais je vais faire quelque chose de plus constructif, de plus pratique, peut-être de plus terre à terre, tout simplement, et je vais être tailleur de pierre. C'était très drôle parce qu'à l'époque, donc mon instituteur de campagne, qui était aussi un copain à mon père, il a dit, mais il ne faut pas le laisser faire ça. Comment ça, il ne faut pas le laisser faire ça? Bah, tailleur de pierre, c'est un beau métier, tailleur de pierre. Et j'ai dit, non, moi, s'il en reste, il y en aura. Ah oui, il l'avait dit, parce que toi, t'imagines, ça remonte quand même. C'était ma question, c'était à quelle époque? J'ai passé mon certificat d'études primaires en 1965, donc tu vois, ça commence à dater un peu. Donc c'était à cette époque-là, bien sûr, parce que je suis parti au collège ensuite, en technique, pendant 3 ans à Dijon, pour passer à CAP. Après, j'ai fait le BP, Bac Pro, enfin le truc, la filière, je dirais, normale en tant que filière technique. Et il a dit, mais c'est un métier, il n'y en aura plus, bien sûr, c'était l'apogée du béton, du machin, il n'y a plus de tailleur de pierre. Alors, j'ai eu une réponse toute simple et un petit peu provocatrice toujours. Je dis, ben, s'il n'en reste qu'un, ce sera moi. Voilà, et j'ai tenu bon. Alors, mon père m'a dit, je te préviens, hein, tu fais ça, tu te débrouilles, tu ne reviendras pas te plaindre, tu ne viendras pas me dire, tu me payes des études, quand tu auras 20 ans, c'est trop tard. J'ai dit, pas de problème. Et tu vois... Je vois, j'ai vu, ils vont après, voir surtout. Eh bien, je ne regrette rien, et si c'était à faire, je recommencerai. Donc, c'est formidable. Tu sais, c'est pas moi qui le dis le premier, mais connais-toi toi-même et fais ce que tu aimes. Eh ben, voilà, tout simplement. Et quand tu fais ce que tu aimes, c'est merveilleux. Je pense à tous ces gens qui s'ennuient dans leur travail, c'est parce qu'ils ont fait une filière qui leur permet d'avoir un certain statut, un certain poste, et qui s'emmerdent toute leur vie. C'est triste, quoi. Enfin, oui. Voilà. Il faut vraiment faire ce qui Donc porte. j'ai voulu faire ça, et puis aujourd'hui, la pierre, elle coule encore dans mes veines, et je crois que jusqu'à mon dernier souffle, ça sera comme ça. Donc tu fais ta scolarité technique, donc collège, ça se passe pas trop mal? Non, non, ça se passe même bien, sauf que j'ai même fini premier à l'examen du CAP, et mais à l'époque, la note éliminatoire, c'était 12 sur 20, hein, ça rigolait pas. Moi je suis né à une époque où quand tu faisais 5 fautes en dictée, ça avait 0. Hein. J'ai eu cette période-là, j'étais sur le début. Voilà, donc, la faute. Oui. Voilà, donc mais je ne regrette pas du tout, au contraire, c'est formidable de savoir écrire le français sans faire de faute d'orthographe, comme c'est sympa, quoi. Même si aujourd'hui on a des stylos intelligents qui vont nous corriger les fautes et tout. Enfin bref, on fabrique principalement des assistés et des faits néants, mais ça c'est Alors je l'utilise aussi, c'est vrai, par exemple sur les textos ou assimilés, c'est vrai que ça va plus vite parce que tu as ton mot qui... Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas les vite, mais ça n'empêche pas les deux. Moi, il faut les deux. Je me sers aussi, j'ai mon téléphone, j'envoie mes mails et tout, c'est formidable, c'est pratique. Oui. Mais je ne veux pas être esclave. Il faut avoir la base, si tu veux,
qui te permet de distinguer les choses. Parce qu'avec ça, on t'abrutit aussi, on te met tout ce qu'on veut dans la boîte, là, et surtout dans la tienne. Et puis après, tu ne peux plus discerner le faux, le vrai. C'est terrible. C'est dangereux. Ouais. Parce que c'est quoi l'intérêt de tout ce que l'on peut faire dans une vie? C'est nous sommes ce que nous faisons, pas ce que nous disons. C'est d'ailleurs la fracture qu'il y a aujourd'hui entre le politique et la plèbe, quoi. Hein, parce qu'ils nous racontent tout ce qu'on veut bien entendre, mais ils font rien, donc ils sont plus crédibles. C'est effectivement le problème. C'est le problème, c'est cette fracture, mais elle n'est pas nouvelle. Non, je me souviens de Cicéron, oui, c'est ça, je me souviens des discours, effectivement, qui étaient similaires. C'était similaire, c'est triste à constater que 2000 ans après, ça n'a pas beaucoup. C'est ça, je me rappelle à des sujets de philo que j'ai fait à mes troisièmes, qui étaient « L'histoire est-elle cyclique ?» Ah bah, ça, malheureusement, oui. Mon Dieu. Donc bref, à propos de cyclique, donc, on en est donc collège, tu finis premier, parce que tu avais dit 12, l'autre éliminatoire, donc... Oui. Moi, j'ai fini premier avec 17,62 moyenne à mon examen, mais comme c'était mai 68, fin juin, j'ai reçu mon diplôme 6 mois après, parce que l'académie était un petit peu compliqué, un peu perturbée, c'était rigolo. Bref, mais je m'étais inscrit pour aller chez les compagnons, parce que je voulais voir autre chose, je voulais visiter un petit peu la France d'abord, et puis l'Europe et le monde, donc... voilà, je suis parti chez les compagnons, j'ai fait 10 ans je suis allé 2 ans en Allemagne où j'ai voulu apprendre la langue allemande. Je suis allé après faire l'école de Venise, l'école d'architecture du patrimoine de Venise, enfin ces choses comme ça, avant de rentrer en France en 79. Et puis j'ai encore continué à avoir quelques responsabilités dans les entreprises. Je voulais à la fois être bien sûr un professionnel, mais il faut être commercial, il faut être gestionnaire, il faut savoir un peu, et aujourd'hui même visionnaire, je dirais, pour être chef d'entreprise, il faut cumuler quand même pas mal de qualités, alors qu'il y a 50 ans, un bon professionnel, ça suffisait. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Oui. Donc je voulais acquérir tout ça avant de prendre une entreprise moi-même que j'ai repris en 84 et voilà, une entreprise dans le Nord-Isère. Il s'avère que j'ai monté le CFA de Montalieu en 1981, la section Pierre. Donc il y a 41 ans maintenant, c'était en février que j'étais là. Et j'avais rencontré à l'époque l'inspecteur d'académie, puis les jurys d'examen du coin. Et il m'avait invité, c'était donc en 83, 84, oui, à corriger les CAP, les BP, tout ça faisant partie du jury. Donc je venais une journée, et puis c'est là que j'ai rencontré mon prédécesseur qui arrivait à un âge certain. Je le voyais vieux, aujourd'hui je le verrais moins vieux. Mais... Et donc il me dit, ça ne vous intéresse pas, ma boîte, j'ai personne derrière pour reprendre et tout ça. Bah, envoyez-moi les 3 derniers bilans et pourquoi pas, quoi. Moi à l'époque, donc je m'occupais du commercial des carrières Comblanchien. Mais j'avais envie de chercher une opportunité, c'est comme ça, elle s'est trouvée comme ça, j'ai repris l'entreprise, et puis voilà, et je suis toujours chef d'entreprise, bientôt 40 ans après. Et voilà, c'est là on a développé les carrières, c'est là qu'on a développé, j'ai monté une usine, et on a commencé à vraiment travailler à l'exportation. Alors comment ça se passait? Là je vais revenir parce que je voudrais bien du détail et que tu me racontes comment ça se passe par exemple. Alors on va passer sur Venise effectivement sur tout ça, même si je pense que tu as plein d'anecdotes parce que ça me paraît fascinant quand même. On raconte pas une vie en 1 heure. Il est bien au courant. Mais en tout cas au niveau de l'entreprise, déjà où vous récupériez vos matériaux? Et ensuite, comment ça se passait sur la découpe, sur l'envoi? Et c'était que du matériau local que vous expédiez à l'extérieur? Ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que j'étais le premier à l'époque seul à faire en Chine, à Canton, une foire internationale où j'ai présenté mes produits. Après aux États-Unis, beaucoup. Donc il y a toujours un grand salon international aux États-Unis de marché de la pierre et du marbre. Et donc je suis allé là-bas exposer. J'ai eu la chance de rencontrer un architecte, c'est la 3e plus grand cabinet, il y a 300 collaborateurs, enfin un truc, qui a flashé sur ma pierre, qui a dit « Moi je veux faire tous mes projets avec ça ».
Non, mais c'est vrai, c'est fascinant. Mais, alors, tu vas me dire, c'est une chance. Enfin, la chance, c'était de mettre des caisses d'échantillons dans un avion ou un bateau, d'aller là-bas, et ça ne s'est pas fait tout seul non plus. Non. La chance, c'est ce que je dis, il faut la provoquer quand même. Mais bon, ça s'est passé comme ça, et c'est un type avec qui j'ai collaboré pas mal d'années, parce que l'avantage aux États-Unis, c'est qu'un architecte, il a un projet. Bon, enfin, un privé a un projet, il dit je veux faire une tour, mettons, 30 étages, machin, j'ai 100 millions de dollars, voilà, je te donne le projet. Et l'architecte dit, ben moi je mets ci, je fais comme ci, comme ça, voilà. C'est pas le client qui vient sans arrêt, comme en France, ah ben là, la couleur là, la plainte comme ci, ou la porte ou la poignée de porte me plaît pas. C'est l'architecte qui décide avec ses équipes. Donc lui, il avait choisi ma pierre, et voilà. Donc, j'ai commencé par on a fait le musée de la Marine à Tampa, en Floride. Après, c'est là en 92 que j'ai eu le prix international de la construction en faisant les bureaux de digital à Los Angeles. Voilà, on avait 9700 mètres carrés de façade. Énorme. Voilà. Après, on a fait plein d'autres trucs, dont la Banque centrale américaine. On a fait 103 containers de pierres massives. Ouais, c'est un grand truc. Voilà, on a fait plein de trucs comme ça, c'était très, très sympa, quoi. Et puis après, le fait d'être connu comme ça, une fois que j'ai eu le prix, je suis passé dans toutes les revues d'architecture à l'international, et du coup, je fais des chantiers en Australie, en Russie, à Shanghai, voilà, en Amérique du Sud, un peu partout, quoi. Si tu veux, parce qu'en étant connu, on a fait... Mais il y avait aussi une rigueur, c'est-à-dire qu'on faisait donc l'extraction, mais on possédait la matière, parce que si tu n'as pas la carrière, tu es tenu, tu ne peux rien faire. Votre carrière principale, elle était où? Eh bien, dans l'Ain, la carrière de Chandor, Hauteville, dans l'Ain, et le Villebois, donc la pierre locale, dans le Nord-Isère. Et votre extraction, alors je vais te couper 2-3 secondes parce que j'ai besoin d'informations. Votre extraction, vous la pratiquiez comment? Parce que, pas à l'ancienne, j'imagine, avec les coins. C'est-à-dire que c'était des machines avec des gros disques, je suppose, pour couper. Non, à l'ancienne. Tu sais, pendant quelques millénaires, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution technique pour extraire la pierre. Il a fallu attendre le sciage au diamant. Voilà. Mais à l'époque, non, on perçait tout simplement. Il y a eu quand même, la grande invention, c'est l'air comprimé quand même, qui a commencé en 1894 ou 16, je ne sais plus, Atlas Copco qui a sorti les premiers compresseurs, si vous voulez, comprimés, les premiers pistolets pour faire les trous. On mettait à la poudre noire, voilà, tout simplement. Et après, on refondait au coin éclateur, bien sûr. Mais ça se fait encore dans certaines carrières, bien sûr. Après, bien sûr, le fil diamanté et la haveuse nous a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 3 personnes bien équipées, on extrait autant de pierres qu'avec 50 personnes il y a un siècle, quoi. Oui, en volume, si tu veux. Enfin bref, on a surtout maîtrisé à la fois le foncier et les exploitations de carrière et la transformation. Donc on emballait ça dans des caisses spéciales export, bien sûr, bois traité, tout, à toute la réglementation nécessaire en vigueur. Et puis on expédiait ça par bateau, par container, voilà. Donc c'était Marseille ou Le Havre ou ailleurs, selon les destinations, ça partait. Donc on fermait avec des plombs, tout était bien régi. Non, mais une fois que c'est rodé, ça tourne bien. Chacun dans l'entreprise était responsable de son secteur. Ça c'est bien la responsabilisation. Ouais. Mais bien sûr, parce que si tu veux, quand tu as 50 personnes, le plus que j'ai eu c'est 67 en tout avec les carrières, mais quand tu as 50 personnes en prod, si tu veux, en production, en fait, tu as 5 entreprises de 10, quoi. Il y a les responsables du choix de la matière, du sciage, qu'on appelle le sciage primaire. Il y a les responsables de tout ce qui est débit, gestion, des chutes, des trucs comme ça. Tu as les finitions, tu as l'emballage, la taille, voilà. Donc, en fait, dans une entreprise de 50 personnes, tu as 5 entreprises de 10. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois un métier avec un matériau naturel. Je pense que dans le bois, c'est la même chose. Oui. Donc, sinon, si tout le monde fait tout et rien, c'est moi je pense que c'est trop compliqué. Sans rentrer dans du pyramidal, mais je pense qu'il faut que ça soit organisé. Tout à fait. Vraiment, c'est extrêmement important. Et faire confiance aux gens, c'est-à-dire qu'il faut leur donner des objectifs, leur donner des moyens. Si ça ne va pas, c'est eux qui reçoivent. Si ça va bien, c'est eux qui bénéficient de la chose. C'est clair, c'est un bon... Moi, c'est un challenge. Non, je suis d'accord. Et j'avais très peu de turnover dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que d'abord, j'essayais de hiérarchiser au mieux les compétences de chacun.
de les responsabiliser et aussi de les rémunérer. En général, je les payais 10% plus cher qu'à la concurrence déjà, donc avant de partir pour gagner moins, c'est rare quand même. Et puis aussi l'ambiance. Sans être paternaliste, j'ai toujours respecté mes hommes. La considération. Voilà, c'est très important. Oui. Parce que tu peux mettre toutes les machines du monde, les belles, numériques, tout ce que tu veux, on reste un métier humain. Ah, mais et tellement, si l'humain n'est pas là... Mais plus j'avance, plus je veux qu'on ait de l'humain. Même si tout ça, là, oui, c'est essentiel, mais il faut qu'on parle, il faut qu'on soit ouais. je veux dire entre nous, c'est pas du communautarisme, mais il faut qu'on parle en tant qu'être humain. Bah c'est oui. vital. Et c'est le problème d'aujourd'hui. Moi, j'ai peur qu'Internet tue le monde parce qu'on a des moyens extraordinaires de communication, mais on ne se parle plus. Alors, je sens un léger frémissement, peut-être que je me trompe, Oui. mais je pense qu'on a tellement soupé des visios, oui, à droite, à gauche, oui. avec du flicage aussi d'entreprises, du genre tu te connectes à tel moment, etc. Bien sûr. Que un moment, là en plus ça se passe en sortie de Covid, on ne sait pas exactement, mais on sent quand même qu'il y a un retour, et ça se voit sur les gens que je côtoie, toi tu le vois aussi, qui reviennent les uns vers les autres, et il y a une certaine effervescence justement à se retrouver. Un besoin. Parce que là, oui, ça a tellement été loin. C'est viscéral, ouais, quand même. C'est viscéral. D'ailleurs, ce qui se passe en Chine, où ils sont tous coincés actuellement. Ils sont des grands malades, c'est des grands malades. Ils vont tous mourir de faim. Ils vont pas mourir du Covid, ils sont tarés. Hein. Comme je sais pas, que tu vois. Enfin, les images qu'on nous montre, toujours pareil, mais quand même, tu te dis, mais comment on peut diriger un pays de cette façon-là, quoi. C'est des grands malades. Non, mais j'arrive pas à saisir la finalité du truc, quoi. Je comprends ta question. Je comprends. Oui. Comment on arrive en tant que dictateur, parce que c'est un dictateur, on va appeler ça les choses par leur nom, à arriver à mépriser son peuple de cette façon-là? C'est une forme de mépris quand même, c'est une forme de déconsidération. Oui. Enfin, c'est fou, quoi. Ce que tu disais sur un manque de confiance. Ouais. Ben oui, il faut faire confiance un peu aux gens. Il faut les responsabiliser. Mais même chez nous, quand on a eu le début du Covid, un jour, on te dit ça, tu dis, mais arrêtez de nous broder neuneux, quoi. Dites-nous exactement ce que vous voulez, on va tout faire pour le respecter. On n'a pas envie de mourir non plus, pas plus que vous. Ben non, mais ni d'être malade. Dites-nous exactement ce qu'il faut faire. On ne sait pas. Un coup ci, un coup là. Puis à force de nous infantiliser, tu dis, quand tu prends l'autoroute, tu as un grand panneau, tu dis attention, il pleut. Ah oui, bah tiens, heureusement que tu me le dis, je ne m'en étais pas aperçu. Je vais peut-être mettre mes essuie-glaces. Non, mais tu vois, c'est fou, quoi. En plus, ça distrait, parce que tu vois le panneau. En plus, ça distrait. Ouais, c'est ça que j'apprécie pas. En plus, pas besoin de ça. Enfin bref, c'est un exemple, mais là-bas, moi je crois quand même que sans vouloir faire de politique, parce que je suis on en fait. À partir du moment à aucun parti, mais j'en fais naturellement, parce que je m'offusque souvent devant ces choses-là. Et moi, je pense que le pouvoir attire les fous et que quand ils sont au pouvoir, ils deviennent encore plus fous, quoi, quelque part. Et ça les dépasse. Enfin, je sais Alors pas, là, je pense bien évidemment aux empereurs romains, parce que c'est un domaine, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ouais. Ah oui. Reprenons. Oui, reprenons. Mon Dieu. Alors, donc, nous en étions à les 50-67 personnes que tu avais organisées, qui travaillaient tout ça. Donc, ma question aussi, au passage, c'était est-ce que vous faisiez du plaquage, je pense effectivement pour l'habillage de bâtiments, ou de la construction du bloc? Les deux. Les deux. Les deux. Tout à fait. Le dernier chantier, d'ailleurs, que j'ai fait à New York, c'était du massif. Que du massif. Ouais. Que du massif. Tout un soubassement sur la 5e avenue, à l'angle de la 5e et de la... pas la 5e, et la 7e, c'est vraiment dans le centre de Manhattan. C'était du massif. C'est vraiment fascinant. Et avant de revenir justement, parce qu'on va continuer sur une dernière partie, enfin avant-dernière partie, sur la taille et la transmission, donc la réfection de bâtiments anciens, toi, tu es toujours patron d'entreprise, tu le disais. Et c'est-à-dire que je déteste le mot patron. Bon, alors moi, ça n'a pas une connotation négative. Patron, c'est... Oui, à l'époque, c'était Krasuki qui était abonné à Mode Travaux parce que tous les mois, il y avait un patron à découper. Alors, tu participes, on peut dire, à une entreprise. Mais moi, je suis vieille France par certains côtés. Oui. Donc, bon, écoute, on va prendre patron, pas patron, j'en sais rien. Bref, donc, tu as vendu ton entreprise, cette grosse entreprise, à un moment. Oui. Et aujourd'hui, puisque tu m'as invité au Salon de la Pierre, effectivement, tu as une nouvelle entreprise. Oui, mais là, je travaille seul ou je continue de concevoir un petit peu
les choses, de conseiller aussi ceux qui en ont besoin par ma connaissance des matériaux, à la fois qui ont été employés depuis plusieurs siècles sur Lyon, principalement depuis l'époque haussmannienne, quoi. C'est assez récent malgré tout, mais déjà de les identifier et puis en même temps savoir si elles existent toujours en tant que matière disponible. Et puis savoir sinon par quoi il faut les remplacer, à quel prix, et de quelle façon, chez qui on peut les prendre. Enfin, voilà. Ça c'est mon rôle, donc c'est pour ça que mon entreprise s'appelle Pierre Consulting, c'est-à-dire que je suis consultant, voilà. Donc je vais identifier les pierres à gauche à droite, aussi bien pour le Citral que pour les entreprises de rénovation de monuments historiques. Et je vais sélectionner mes blocs dans les carrières et je les fais transformer dans une usine principalement dans la Loire, là, avec qui je travaille, ou d'autres si c'est plus spécifique, pourquoi pas en Italie, exceptionnellement si c'est des marbres un peu spécifiques ou un savoir-faire spécifique qu'ils possèdent particulièrement en Italie pour tout ce qui est ce qu'on appelle le pelliculaire un petit peu moyen haut de gamme. Voilà, mon rôle c'est ça, c'est de faire ça. Et puis, ça, à la fois c'est intéressant parce que je garde un lien social fort avec mon métier, et que ça me permet de bouger parce que je ne m'imagine pas une seconde dans un canapé ou lire le journal le matin. Alors tu vois, ça c'est mon moment de plaisir quand je peux arriver à faire ça. Ça veut dire que j'ai du temps. Voilà. Oui, moi aussi, mais c'est sinon, 1 heure le dimanche matin en général. Voilà, c'est ça. Voilà, ça me suffit. Je préfère lire autre chose déjà que le journal et puis écrire. Parce que la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir plus de temps. Je vais essayer de me dégager du temps pour écrire parce que j'ai un besoin assez fort là, de transmettre des choses, ma façon de penser. Et ma façon de penser par rapport à mon vécu, évidemment. Et puis par rapport à ce que je voudrais dire aux plus jeunes, quoi, pour pas qu'ils se trompent, pour pas qu'ils grillent leur vie par l'illusion du bonheur, alors que le bonheur, parfois, il est tout simplement là, à côté, et pas forcément au bout du monde, quoi. Oui. Voilà, mais ça, si on ne leur dit pas, on ne les aide pas à découvrir ça, à savoir faire un petit peu le distinguo entre le matérialisme, tout le monde sait qu'il faut un minimum pour vivre, mais le matérialisme et puis le bonheur simple de découvrir des choses. Toi, tout à l'heure, en t'attendant, je fais un petit tour dans le parc, j'ai pris l'air, ça c'est beau, c'est merveilleux, ça vaut tout le bonheur du monde, ça. Voilà. Par exemple, des moments simples, mais toujours en lien avec la nature. Déjà, de par mon métier, je ne m'imagine pas faire quelque chose, je ne suis pas claustrophobe, mais je ne m'imagine pas dans l'aquarium, là, à travailler toute la journée avec un ordi, c'est hors de question. Parce que je pense que c'est ton caractère aussi qui te porte à ça. Oui. À propos de bonheur et de savoir-faire, justement, je pense que ton métier, parce que je te vois très bien en temps de tailler et de reconstituer, on va en reparler après, c'est quelque chose où tu as ce geste-là, pour l'avoir pratiqué un peu sur d'autres domaines, mais tu rentres dans une sorte de bulle avec la matière, en fait. Et enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, cette osmose, en fait. C'est ça, c'est l'osmose avec la matière. Ouais. Et je l'ai avec le geste et l'outil. Parce que la main, c'est ce qui assemble un petit peu les choses, les 4 éléments de la nature, c'est la main qui assemble tout ça. Mais il faut l'outil pour transmettre à la fois l'impulsion de la main et puis transmettre ce geste, c'est qui permet de définir ce que tu veux faire dans une matière comme la pierre. Parce que j'adore cette phrase de Michel-Ange quand il avait fait un ange avec ses ailes là, non, quand il a fait Gabriel, je crois. Il a dit, mais je n'ai rien fait, je n'ai fait que libérer cet ange qui était prisonnier dans ce bloc de marbre. Et ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'il le voyait dedans. Et moi, c'est pareil, je vois le truc fini, j'ai aucun mérite. Quand je prends un bloc, je vois ce que je vais faire dedans, j'enlève ce qu'il y a autour, en fait. Comment t'expliquer ça? C'est difficile. Non, c'est très simple, en fait. Je tâche de faire pareil avec mes élèves. C'est très simple, je vois, à part 2-3 peut-être où c'est un peu flou, mais je vois très bien ce qu'ils ont comme, tu sais, ce qui émerge, qui ont compétences, etc. Et mon job, vraiment, là, c'est d'enlever tout ça pour les essayer. Alors, comme c'est de la matière humaine, ça bouge un peu plus, mais c'est ça. Tout ça, c'est ça. Et c'est ce qui permet justement, avec les élèves, qu'ils prennent conscience de leurs possibilités et d'avoir confiance en eux. Parce que c'est quoi la jeunesse? C'est un manque de confiance en soi, ce qui permet des errances parfois. Mais si. Non, mais c'est vrai, je souris par rapport à avant. Oui. C'est ça.
C'est ça. Donc, ces errances, il faut leur donner toujours un petit cadre, mais ils font les aider à se découvrir eux-mêmes. Et quand je taille la pierre, je leur montre tout simplement. De toute façon, il faut 10 ans pour être en osmose avec la matière, ça ne se fait pas en 2 jours. Mais déjà, leur donner cette notion de recherche, qu'ils aient cette démarche qui se fait inconsciemment même en eux pour aller chercher l'osmose avec la matière. Quand surtout dans la pierre dure, tu sais, on dit, quand j'ai commencé, moi, à tailler la pierre de Comblanchien, tu sais, quand on te dit qu'il n'y a pas de pierre dure, qu'il n'y a que des bras mous, ça te marque tout de suite. Hein. Tu dis, bon, d'accord, j'ai compris, le vieux, là, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai trouvé ça, non mais c'est sympa. Et donc, je m'en suis resservi, je te rassure. Et donc, les jeunes leur expliquent l'outil, il faut se servir du poids de l'outil, le geste, il ne faut pas jamais y aller en force. Il faut se servir du poids de l'outil, le geste. L'osmose, c'est aussi toute la souplesse à donner entre son corps, l'outil et la rencontre avec la matière, et de donner toute l'impulsion qu'il faut. Il ne faut pas martyriser la pierre, mais il ne faut pas martyriser son corps non plus. Sinon, le soir, tu es mort. Si tu travailles en force toute la journée, tu n'as pas travaillé 8 jours de rang. Hein. Donc, c'est toute cette chose-là qu'il faut libérer. Il faut libérer, certes, l'ange qui est prisonnier dans le bol de mer, mais il faut libérer l'homme aussi, ou la femme qui tient l'outil. Donc, c'est ça l'osmose, c'est cette rencontre entre l'homme et la matière. Et c'est ce que j'essaye d'enseigner aux plus jeunes. Et en général, ils se découvrent beaucoup plus vite lorsqu'on leur apprend comme ça. Tu vois, on leur montre bien sûr le geste, mais ils n'ont pas besoin de... Parce qu'ils se cherchent, donc ils cherchent à la fois le geste, mais ils se cherchent eux-mêmes. Donc à partir du moment où tu arrives à épurer tous leurs petits problèmes de recherche en eux-mêmes, mais ils gagnent un temps fou. Tellement. Et il faut te dire qu'en quelques mois, il y en a qui progressent de façon extraordinaire. Il y a aussi une chose, il me semble, mais alors, tu vas peut-être me contredire là-dessus, plus dans la création, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la matière, ils voient l'objet fini assez rapidement. Oui. Et je pense au mien, par exemple, sur des durées, tu sais, d'études qui peuvent être plus ou moins longues, où tu n'as pas la concrétisation immédiate. Par exemple, dans l'écriture, ce que tu disais, dans la peinture, dans certaines autres formes d'art, parce que pour moi, ça c'en est une, tu vois l'objet fini à terme assez rapidement et tu as une certaine émulation à continuer. Parfois, ça peut être loin dans certains autres domaines aussi. Oui. Alors, si tu veux, notre métier est particulier. Pourquoi ? Tu prends le peintre. Le peintre, il travaille par abstraction. Par abstraction parce qu'il démarre avec une toile blanche. Et petit à petit, il la couvre. Et voilà, il a l'abstraction du blanc par rapport à sa matière à lui. Nous, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que, déjà, la différence entre le tailleur de pierre et le sculpteur. Le tailleur de pierre, il a un gabarit, un profil, il faut qu'il soit droit, d'équerre, machin, voilà, il suit une forme de rigueur dans la matière. Alors que le sculpteur, il a l'expression de la matière. Lorsque tu fais de la taille ornementale, si tu tailles une feuille de vigne, une grappe de vigne, par exemple, bon, si tu casses un bout de la feuille, au lieu de tourner comme ça, bah, elle va tourner un peu comme ça, mais ça restera une feuille de vigne. Si tu fais une moulure droite et que non, ça sera plus une moulure droite. Ça sera plus une moulure droite. Donc voilà, il y a aussi, tu vois, les différentes étapes avec ces matières différentes par rapport à la fonction de l'objet que tu veux donner à l'objet, par rapport à la fonction, bien sûr, de ce qu'on t'a demandé aussi. Et c'est à toi de faire évoluer la technique pour aller à la fois plus vite, pour te libérer dans le temps, parce que tu as la frustration de dire « ça, je ne sais pas encore faire, mais je vais y arriver ». Et puis aussi de dire « au départ, j'ai un truc tout con, tout droit à faire, mais j'ai mis 3 heures pour faire l'autre, il a mis 3 fois moins de temps. » C'est pas parce que tu es mauvais, c'est parce que tu n'as pas encore compris comment tu allais te libérer de cette rigueur qu'on te demande. Voilà, cette progression, ça se fait sur 2-3 ans avec les jeunes, mais il y en a qui vont beaucoup plus vite. Si tu sais les cadrer, leur donner juste au moment où il faut la bonne information, quoi. Il ne faut pas tout donner d'un coup, bien sûr. Tu arrives, il faut commencer déjà. Ça fait trop. Déjà, la première chose qu'ils font, c'est regarder la main qui tient la massette et l'autre main qui tient l'outil pour ne pas se taper dessus. Bon, ça commence par là quand même. Et après, voilà. Il faut, mais ils prennent vite la chose, là. Et c'est sympa, tu vois. Tu sais, il y a une association à Villebois, les amis des vieux châteaux, là, où Pierre et Château, ça s'appelle. Et Thierry Roux, qui est à la fois archéologue et puis prof de lettres aussi, il fait un peu ce que tu fais. Il faudrait que tu le rencontres, parce que c'est... On va faire ça. C'est vraiment on va faire ça.
un passionné, passionnant, c'est un type très sympa avec qui j'entretiens une bonne relation depuis toujours. Et donc, chaque année, ils font des week-ends, ils restaurent un château médiéval depuis déjà quelques années, et que ça galérait tellement, j'ai dit, écoute, on va faire une convention avec les compagnons, et puis on va venir à 10, là, les week-ends, tu vas voir. C'est ce que tu m'avais raconté, Voilà. c'était une des questions que Et j'avais posées. ça c'est génial, parce que tout le monde est là, toutes les générations, tous ceux qui savent faire, pas faire et tout. Après, à midi, on fait un grand repas gaulois, là, tu vois, c'est formidable, quoi. Et les jeunes en redemandent finalement. Donc là, il y a le 24 juin, je vais faire 2 week-ends avec eux, où j'encadre un peu les plus jeunes. Et puis en même temps, on fait la forge, donc je forge les outils. Donc chacun vient avec moi forger une broche, un ciseau, et après on les trempe tous ensemble pour qu'ils apprennent la trempe, comment on l'a fait au bleu, bref, en fonction justement de l'outil, si c'est un ciseau, une broche ou une gouge, ou voilà, différentes choses. Et c'est très sympa. Alors, je pense qu'effectivement, il faut absolument que tu transmettes ces histoires, Mmh. ces techniques et tout ça par l'écrit, avec des dessins, mais je pense que ça ne va pas poser problème, histoire que ça puisse se transmettre en tant que... Alors, c'est un peu large, mais en tant qu'ouvrage référence. Il y en a d'autres, hein, etc., mais ça serait tellement important. Je dis ça parce que je te connais très particulièrement et je sais quelle est ta culture. Je sais tout ce que tu as emmagasiné et je pense que vraiment ça va être utile. Et qu'il ne faut surtout pas perdre ça, parce que tu as ce recul sur toute l'histoire, en fait. Oui. Et en plus avec les techniques modernes. Oui. Ah oui, moi, je ne me suis jamais coupé des techniques modernes, parce que je trouve ça formidable. On a quand même des outils qui nous enlèvent, justement. C'est assez une belle époque pour ça, pour nos métiers, nous, de tradition. C'est que la partie la moins noble, si tu veux, quand l'ébauche et tout ça, peut se faire mécaniquement. Et après, tu fais la finition, c'est quand même toi. Tu fais la conception, la finition. C'est quand même formidable. Ah, c'est génial, ça. C'est fantastique. Il me semble d'ailleurs qu'à propos de mécanique et de savoir-faire à la main, vous avez de plus en plus de jeunes qui se remettent à la taille de pierre, enfin à la formation en compagnon. Oui, alors chez les compagnons, même maintenant, on va imposer la taille manuelle. Quand je dis manuelle, c'est la main. C'est pas la disqueuse, c'est pas la ponceuse, c'est pas la perceuse, c'est la main. Point. Et ils ont besoin de cette base-là, parce que tu sais beaucoup mieux te servir d'une ponceuse ou d'une disqueuse quand tu maîtrises l'outil manuel que l'inverse. Toi, c'est beaucoup plus simple. Mais il faut qu'on ait le plus de formation possible dans notre pays. Un grand pays sans grande infrastructure et sans grande transmission, sans grande scolarité, c'est pas un grand pays. Aujourd'hui, moi, j'en ai marre un peu de ces politiques. Tu dis que je reviens à la politique, mais ils veulent tous construire des prisons. Ils n'ont rien compris. Ce n'est pas des prisons, c'est des écoles qu'il faut faire. Le maître mot, c'est l'éducation, c'est pas la répression. C'est moi que tu le dis. Ah oui, c'est moi que je te le dis. Je le dis à tout le monde. C'est bien, mais je veux dire. Je veux dire, voilà. Au cœur, on va dépenser, je ne sais pas combien de millions pour faire des prisons. Ben, c'est bien, continuer comme ça, mais ça ne va pas résoudre le problème. Voilà, il faut former des gens, et former des profs, des bons profs, et pérenniser nos écoles, et la transmission de tous les métiers, tous les savoirs. C'est ça la vérité. Là, chaque fois, enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus, ça m'énerve. Alors maintenant, on va alléger tout ça. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Donc on va alléger tout ça. Je voudrais que tu me racontes une anecdote dans ta vie. Alors, on n'a pas parlé de la vie intime, mais parce que là, on aurait pu, mais tu es tellement passionné que je pense que c'est ta vie aussi, ça. C'est vraiment quelque chose. Ouais. Et je dirais bien que je voudrais bien une anecdote, que tu m'auras, une ou deux qui t'ont particulièrement marqué sur toute cette vie. Alors tu me diras, il faut choisir, mais oui. Je pense que tu en vois forcément une ou deux qui flashent. Dans quel domaine, tu veux dire, des anecdotes Il y en a tellement. Il y en a tellement. Une qui me vient comme ça à l'esprit quand j'étais en Iran. Parce que j'ai oublié de te dire que j'ai fait pendant 20 ans des business plans pour les ouvertures de carrière dans tous les pays. J'ai fait tous les pays autour de la Méditerranée, et donc, dont l'Iran, par exemple. L'Iran, je suis allé aussi au Maroc, en Tunisie, en Algérie, enfin partout. Et j'arrive là-bas, déjà c'est là que j'ai vécu ma première et unique tempête de sable. C'est impressionnant. Quand tu vis ça, tu vois un mur qui t'arrive dessus comme ça, c'était dans le désert de Yaz, là, c'était assez impressionnant. Enfin bon, ça c'est une autre anecdote, mais après on est parti, on a dormi dans un oued là,
Et ça aussi, enfin, après, il y a un petit peu d'hypocrisie, comme dans tous les pays, parce qu'ils avaient autant de gnôle à boire que d'eau, mais ça, c'est un faux problème. Ça reste des hommes et des carriers, donc j'ai compris tout à fait le besoin de la chose. Et on est allé voir, mais en plein milieu du désert, ils construisaient une usine, parce qu'il y a du fait qu'ils ouvraient la carrière avec des machines assez primaires, mais enfin suffisantes pour scier, tailler la pierre. Et là, il y avait un petit gamin, il y avait des moutons baladés, une petite colline comme ça, une petite butte, des moutons. Et il y en avait un, je ne sais pas, il avait 2 ans et demi par là, entre 2 et 3 on va dire, qui tétait la brebis directement au pied de la brebis, et de l'autre côté, il y avait le petit mouton noir, Astrakhan, l'Astrakhan, tu sais, c'est qu'on est tout frisé là, qui tétait aussi la brebis de l'autre côté. J'ai fait la photo, mais je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Et il y a d'un côté le gamin qui tétait la brebis, et de l'autre côté le petit agneau qui tétait la brebis aussi. Je dis ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Directement, tu te rends compte. Mais, et les gamins, je les voyais, mais ils étaient costauds. C'est fou. Alors, c'est ce qu'on avait, nous, au début du XXe encore, c'est-à-dire la sélection naturelle, quoi. Hein. Ils font 10 gamins, il y en a 3 qui meurent, bah voilà, ils n'étaient pas assez costauds, c'est tout, quoi. non, mais sélection naturelle, je sais. C'est naturel. Alors, aujourd'hui, ça choque lorsqu'on parle de ça dans notre monde occidental, mais tu prends par exemple, je ne sais pas, les cigognes, tu sais, les cigognes, elles peuvent nourrir que 3 petits, et des fois, elles en font 4. Et bien, le 3e jour, la mère, elle est là, elle prend le plus faible, elle le balance du nid. Je sais que c'est dur. C'est peut-être pour ça que je crois pas en Dieu, d'ailleurs. Enfin, même s'il existe, comme je dis, puisque c'est nous qui l'avons inventé pour répondre à nos questions sans réponse. C'est ma définition à moi. Mais il paraît que c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Voilà. Après, je trouve qu'on a mis vraiment la mort à distance, en fait. Et d'ailleurs, on dit partir au lieu de mourir. C'est surtout les riches qui ont peur de mourir. Hein. Ça a toutes les époques, ça. Au Moyen-Âge, je te rappelle qu'ils ont acheté le purgatoire et tout ça, enfin d'autres choses. Ouais. Et en fait, non, il faut vraiment mettre les mots sur les choses, parce que c'est essentiel, en fait, sur ça. Et cette sélection naturelle, ça l'a toujours été, même si maintenant on a plus de moyens au niveau de la médecine pour repousser. Et je vais dire tant mieux, parce que personne n'a envie de mourir dans l'absolu. Bien sûr, mais après, il faudrait que, si effectivement on a cette capacité à avoir plus de gens sur la planète, il faudrait aussi en prendre soin. Ce qui n'est pas du tout. Pas du tout, non. Et ouais, ce qui me pose problème. Il y a plein de trucs qui me posent problème. Mais ça, entre parenthèses, oui, parce que c'est des gens qui souffrent. C'est des animaux aussi qui souffrent, parce qu'il faut nourrir tout ce petit monde à un moment, et que, accessoirement, voilà. Ouais. Et voilà. Donc ça, c'était ma question anecdote. Et tu as déjà répondu en partie, mais en partie, quels sont tes projets, tes perspectives, tes rêves maintenant, parce que je pense que tu as plein de rêves encore, tu as parlé d'écriture. Je pense qu'on ne meurt jamais d'une overdose de rêves, donc il faut continuer d'en avoir jusqu'au bout. Et que, oui, l'écriture, ça me tient beaucoup à cœur. Là, si tu veux, ça fait des années que je prends des notes comme ça. J'en ai plein de papier, qu'il faut que je mette tout ça sur une grande table, que je trie un petit peu par thème. C'est-à-dire que j'avais l'intention d'écrire un petit peu, pas d'écrire, enfin, on m'a proposé de faire ma biographie, et je dis non, je vais l'écrire moi-même finalement. Il y a trop de choses que je vais exprimer de façon particulière pour que je puisse le confier à quelqu'un. Oui, et puis tu vas être maître de ce que tu racontes. Voilà. Donc, je vais m'y mettre bientôt, enfin dès que je peux, là, dès que je me libère un peu de temps. Donc, je suis un peu trop multiservice, si je puis dire. Il va falloir que je coupe un petit peu dans mon emploi du temps, parce que sinon, je ne vais jamais y arriver, quoi. C'est ce que tu me disais quand on en a parlé juste avant cette interview, sur le fait où je te disais que moi, j'étais tiraillé entre l'être et le faire. Et toi, je pense que t'es bien en avance par rapport à moi là-dessus. Enfin, c'est pas une question d'avance ou de compétition, mais l'expérience faisant, tu te positionnes beaucoup plus sereinement et t'es prêt à faire tes tri. L'avance, malheureusement, elle est liée à l'âge. Hein, je te rassure, la jeunesse, c'est une maladie qui passe facilement avec le temps. Donc, voilà. Pourquoi ? Parce que c'est la conscience du temps qui passe, justement, et qu'il ne faut pas que j'attende d'être un peu trop ramolli de la disquette pour mettre tout ça sur papier, quoi. Hein.
Mais oui, va être très c'est pas ma intéressant. hantise non plus, parce que je me projette quand même dans beaucoup de choses, et je me dis quand même qu'avec tout ce qui me reste encore à faire, il faut que je vive 100 ans, quoi. Sinon, si je meurs demain, j'aurais pas le temps de rien faire. Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir fait tant de choses que ça, alors que j'ai fait 1000 choses déjà dans ma vie. Et je vis comme si j'avais 50 ans de moins. Alors c'est paradoxal. Et je pense que c'est essentiel, ça justement. trompe un petit peu mon entourage en disant... mais c'est vrai que c'est un peu ce que disait Talleyrand, tu sais, quand je me regarde, je me désespère, mais quand je me compare, je me rassure. Et quand je vois mes contemporains qui ont passé comme moi les 70 piges, je les trouve vieux, quoi. Enfin, comment t'expliquer Ça dépend ce que tu as dans la tête. Oui, oui. C'est vraiment ça qui meut, de toute façon. Quand tu vois des gens, effectivement, qui ont un accident et qui arrivent contre tout pronostic à remarcher ou à faire fonctionner, parce que c'est ce qu'on a là-dedans qui meut le reste, oui, c'est ça. Et tant mieux que l'expression, je trouve plus le mot, consacrée, qui est rester jeune dans sa tête, mais c'est pas une question de rester jeune dans sa tête, c'est une question de projection, de vie, en fait, hein, vraiment. Je crois que, pour moi, j'ai dit que tous les jours, il faut sublimer ce miracle de la vie. On aurait pu ne pas naître, tout simplement, et qu'on n'a pas le droit ni de la galvauder, cette vie, ni de la détruire bêtement, Alors, quand je vois tous ceux qui pensent qu'à la guerre, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Arriver un mec comme Poutine, là, qui a mon âge, mais qu'est-ce qu'il veut, ce mec? Il va rester quoi de lui dans l'histoire? D'être un vieux con, quoi, qui n'a rien compris. Non, mais il faut une vie pour comprendre la vie, mais justement, si tu ne l'as pas compris, alors à quoi tu sers? À quoi ça sert, tout ça, quoi? Je l'appelle le psychopathe nostalgique, moi. Parce que, la Grande Russie, machin, oui, bon, d'accord, il y a eu la Grande Rome aussi, il y a eu la Grande Perse, il y a eu la Grande Grèce, il y a eu tout ce que tu veux, il faut arrêter, quoi, l'économie. Non, c'est ça, il faut aller faire autre chose. Bah oui, il y a autre chose, il y a plein de 1000 choses à faire, de bien, sans pour autant... Enfin, je sais pas, on dirait qu'ils ont peur qu'on les oublie s'ils ne font pas la guerre, quoi, je sais pas. D'ailleurs, je me suis trompé. Je me suis dit, tu sais, moi qui suis né juste après la guerre, justement, je me suis dit, c'est formidable, j'appartiens à la génération privilégiée qui n'aura pas connu la guerre en Europe, quoi. C'est formidable. Depuis... la période la plus longue qu'on ait jamais eue, effectivement, de paix. Eh bien, je me suis trompé, voilà. Alors, on va espérer qu'elle ne déborde pas, oui. Enfin, déborder, elle a déjà débordé. Oui, mais bon. Voilà. Mais c'est quand même fou qu'on n'arrive pas à grandir, quoi. C'est Alexandre le Grand, quoi. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Et c'est triste quand même de constater que l'humanité n'évolue pas beaucoup dans ce domaine. D'ailleurs, quand tu prends les films d'anticipation, tu te dis, j'espère qu'on ne vivra pas on vit déjà des choses. La planète des singes ou Mad Max, tu sais, des films comme ça, tu te dis, mais c'est pas vrai que ça va arriver, quoi. Ça continue. Tu te rends compte? C'est quand même fou. Ouais, je sais, c'est une angoisse que je partage avec toi et avec d'autres, mais je pense que nous, en tant que petite goutte d'eau, on a notre rôle, ce que tu disais en début, tout à fait. de garde-fou. Enfin, c'est pas que je veuille faire des gros chevilles, pardon, mais c'est vrai qu'on a ce rôle-là de tempérance, de montrer d'autres voies possibles que celles de l'urgence, de la violence et tout ce qui va avec. Et c'est extrêmement important. Par cette formation et cette transmission. Voilà. Je te remercie, Jacques. Je peux finir sur une grivoiserie, le proverbe chinois qui dit que c'est le jour où il y a un moustique qui se pose sur un de tes testicules que tu comprends que la violence ne peut pas résoudre tous les problèmes. J'aime bien cette conclusion. Sur ces bonnes paroles. Merci, Jacques. Mon Dieu. Clément, tu peux couper. Tu pourras couper. Mon Dieu.